À la fin du XVe siècle, le château de Montségur-sur-Lauzon, dans le Dauphiné, avait appartenu au baron des Adrets, un huguenot à la cruauté légendaire, qui avait donné naissance à quelques légendes dans la région, dont celle du pouvoir mystérieux de pouvoir disparaître afin d'échapper à ses ennemis, un pacte avec le diable sans doute. Plus d'un siècle plus tard, en 1715, la demeure était devenue la propriété de la famille de Pracontal. Monsieur passait le plus clair de son temps à Versailles, à la cour du roi Soleil, tandis que madame restait au château, une femme charitable, appréciée de ceux travaillant sur ses terres. Au printemps, Lucie, leur héritière alors âgée de 18 ans, avait été demandée en mariage. Outre sa fortune, Lucie était à la fois jolie et intelligente, il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que les prétendants se pressent auprès d'elle. Et finalement, c'était le comte de Quinsonnas, un gentilhomme des environs, qui eut l'honneur de recevoir sa main. Les noces eurent lieu le 25 juin, par une belle journée d'été. La messe du mariage eut lieu dans la chapelle du château, puis un grand repas avec chant et musique se fit dans une galerie de l'édifice. Portant une robe de soie d'un bleu très clair, Lucie arborait également de magnifiques bijoux, dont un collier de perles vieux de 5 siècles. Tout n'aurait dû être que bonheur et réjouissance, pourtant un événement vint contrarier la toute nouvelle mariée à la fin du dîner. En s'efforçant d'ouvrir un noyau d'abricot dont elle voulait partager l'amande avec son mari, Lucie brisa l'anneau d'or que lui avait enfilé ce dernier. De nature superstitieuse, elle y vit alors un funeste présage. Ce n'était pas le cas de son époux, qui tenta de lui remonter le moral. Le joaillier pourrait réparer l'alliance, il n'y avait rien de dramatique à cela. Un peu plus tard, une fois le repas achevé et dans l'attente du bal qui devait se tenir un peu plus tard en soirée, on décida d'organiser une partie de Clignes-Musettes. C'est en fait l'ancien nom du cache-cache. Le château étant immense, il se prêtait parfaitement à ce genre de distraction. Au bout d'environ 1 heure de jeu au sein des longs couloirs, escaliers et renfoncements, il fut temps de mettre fin à la partie, et on partit à la recherche de ceux qui n'avaient pas encore été trouvés. Mais Lucie ne se présenta pas. Les invités commencèrent à s'inquiéter, au premier rang bien entendu son tout nouvel époux. On cria son nom dans tous les coins et recoins de la demeure, on fouilla toutes les pièces, ouvrit toutes les armoires, alla voir dans les caves et les greniers. En désespoir de cause, paysans et serviteurs organisèrent même des battues dans les environs proches. Mais rien. Rien du tout. Il n'y avait plus aucune trace de Lucie, comme si elle s'était soudainement évanouie de la surface de la terre. Madame de Pracontal suggéra que sa fille avait pu sortir du château et qu'elle aurait pu glisser dans un ravin tout proche, mais on ne trouva rien non plus. Aucune trace de Lucie, nulle part. Il se trouve que le jour des noces, une bande de bohémiens avait campé aux environs du château. N'aurait-il pas pu enlever la jeune femme afin de lui prendre ses bijoux ? On lança à leur poursuite la maréchaussée, ils furent rattrapés et arrêtés, mais il fut finalement établi qu'ils n'étaient pour rien dans cette histoire et furent relâchés. Néanmoins, une cartomancienne, qui faisait partie de leur groupe, proposa son aide à la marquise et au jeune époux éploré. Après avoir tiré les tarots, elle déclara que la châtelaine reverrait sa fille. Pourtant, les semaines succédèrent aux semaines, puis les mois aux mois, et il fallut se rendre à l'évidence. On ne retrouverait probablement jamais Lucie. Sa mère fit élever une croix en pierre, porte le nom de sa fille et la date de sa disparition. Mais il ne s'agissait pas d'un monument funéraire. Car qui sait, peut-être qu'un jour... Mais ce souvenir étant trop pénible à supporter, les Pracontal quittèrent Montségur. Le château resterait à la surveillance du gardien, qui en devint le seul résident, en compagnie de son épouse et de sa fille. 30 années s'écoulèrent. Un jour de 1745, un groupe de voyageurs se présenta à la grille du bâtiment afin de demander l'hospitalité pour la nuit. Ce groupe était conduit par le vicomte de Rabastens. Averti par les miaulements de son chat, le gardien, désormais âgé, alla leur ouvrir et accepta, puis leur fit visiter une partie du château, avant de leur raconter la triste histoire de Lucie de Pracontal. Rabastens fut ému et affecté par ce récit, alors que d'ordinaire il était plutôt du genre insouciant. Après le repas, les invités avaient prévu d'aller se balader dans les environs. Mais un terrible orage éclata, ils étaient donc condamnés à rester enfermés dans la bâtisse. C'est alors que l'un d'eux proposa à ses compagnons une partie de cache-cache. Visiblement pas effrayés par l'histoire que leur avait contée le gardien, ses amis acquiescèrent,
L'endroit s'y prétend à merveille, et la pluie battante à l'extérieur accentuerait l'ambiance oppressante de ces murs. Le vicomte se mit alors à errer dans les couloirs, à la recherche d'une bonne cachette. Il prit un escalier, traversa un couloir, arriva dans une salle donnant sur un corridor obscur. Il entendit alors les pas d'un de ses poursuivants. Le jeune homme se plaqua contre l'un des murs de pierre, et c'est là qu'il sentit sous ses doigts une aspérité. Il appuya, et la muraille s'ouvrit brutalement, le poussant de l'autre côté. Il était désormais dans un noir total, et ne parvint pas à retourner du côté opposé. Il eut beau chercher trace d'une serrure ou d'un levier, mais il ne trouva rien de tel. Avançant à tâtons, il atteignit vite un autre mur, qu'il se mit là aussi à examiner. Il y trouva une aspérité semblable à la première, appuya et une porte s'entr'ouvrit, donnant accès à une chambre basse faiblement éclairée. Un soupirail pourvu de barreaux percés au plafond était à l'origine de la lumière. Il laissa la porte se refermer et entendit un bruit de chaîne, sans doute lié à un contrepoids, qui rendit la porte impossible à rouvrir de ce côté. Il jeta alors un œil devant lui. Dans la petite salle où il se trouvait à présent, il put distinguer une vieille armure accrochée à un mur, une table et 2 fauteuils, tous recouverts de poussière. Il put remarquer également quelque chose sur l'un des 2 fauteuils. Il s'approcha pas à pas et poussa un hurlement de terreur. Rabastens se trouvait en effet en face d'un cadavre momifié, vêtu d'une robe de soie bleue, à la peau glacée, au visage souriant figé dans la mort. Il venait de découvrir Lucide Pracontal. Reprenant ses esprits, il se rendit compte que sur la table était posée une Bible, vieille de 200 ans, peut-être ayant appartenu au baron des Adrets. Il l'ouvrit machinalement, et malgré la faible luminosité, se rendit compte que sur la couverture de cuir étaient gravés quelques mots, avec un objet posé lui aussi sur le meuble. Une épingle comme on utilisait les femmes à l'époque de Louis XIV, pour maintenir leur coiffe en place. Mais c'était désormais plutôt démodé. Lucie avait dû utiliser une des siennes afin de pouvoir écrire ce court message. Vous qui pénétrerez dans cette chambre, recommandez votre âme à Dieu. Vous n'en sortirez pas. Pas particulièrement encourageant. Le vicomte commença par s'affoler. Il cria de toutes ses forces, mais ou personne n'était dans les parages, ou les murs étaient trop épais pour qu'il puisse être entendu. Il se saisit alors du casque de l'armure, le frappa violemment contre la porte, recommença encore et encore. Sans succès. Au bout de plusieurs heures, et la nuit étant tombée, accablé par la fatigue et le désespoir, il finit par s'endormir. Il n'aurait pu dire combien d'heures s'étaient écoulées, mais le jeune homme se fit finalement réveiller par un bruit. La pièce était quasiment obscure, donc le soleil ne s'était pas encore levé. Mais il se rendit compte alors que 2 yeux lumineux le fixaient. Illusion? Folie? Ou bien allait-il devoir faire face à une créature venue prendre son âme? Bien que transi par la peur, il fit un mouvement, et le regard disparut. Le matin fit son apparition, un mince rayon de lumière apparut du soupirail. Désormais plus calme, il décida de feuilleter la Bible afin d'y trouver un peu de réconfort. Il repensa alors au baron des Adrets. N'était-ce pas le fantôme de ce dernier qui aurait pu l'attirer ici? En tout cas, il s'agissait certainement de sa cachette secrète, que personne n'avait réussi à découvrir jusqu'à maintenant. Lucie exceptée, bien entendu. Mais il ignorait totalement comment en sortir. Toute la journée s'écoula, et la faim et la soif commencèrent à se faire sentir. Mais en même temps, il s'était plus ou moins résigné à son sort, persuadé qu'il allait connaître le même destin que sa compagne d'infortune. Au moment où la nuit tomba pour la seconde fois, il entendit de nouveau un son, et revit ses yeux terrifiants. Il comprit alors tout de suite. Le chat! C'étaient les yeux du chat du gardien! Le vicomte réalisa alors immédiatement qu'il tenait sa seule et unique chance. Il lui fallait absolument pouvoir attraper cette bête. Avec d'infinies précautions et des gestes d'une lenteur extrême, il s'approcha de l'animal, de plus en plus près. Il n'aurait droit qu'à un seul essai. S'il se rate, le matou ira sûrement s'enfuir sans garantie qu'il revienne. Rabastens glissa une main dans une des poches de sa veste pour en sortir un mouchoir brodé à ses initiales. Puis tout à coup, il bondit sur le félin, qu'il parvint à attraper, mais qui, évidemment, se débattit. Encaissant les coups de griffe et les morsures, il parvint à nouer son mouchoir à une de ses pattes, puis ramena les 2 extrémités du mouchoir qu'il serra au niveau du cou.
Il relâcha ensuite le chat, qui s'enfuit sans demander son reste, passant à travers les barreaux du soupirail. Il dut attendre quelques heures. Le chat avait rejoint son maître, et ce dernier, en compagnie des amis du vicomte, avait repris leur recherche. Au vu du mouchoir, ils supposèrent que ce dernier avait dû tomber dans une oubliette. On dut attendre que la bête manifestât la volonté de retourner à l'endroit maudit, et on finit par entendre les cris de Rabastens. On chercha l'issue secrète, mais sans trouver le mécanisme. Aussi, le groupe utilisa des outils afin d'écarter les barreaux du soupirail, et grâce à une échelle, on put en extraire l'infortuné joueur de cache-cache, affaibli mais vivant. Plus tard, on fit abattre le mur dont la cavité dissimulait un incroyable mécanisme composé de roues, de chaînes et autres contrepoids. Le baron savait ce qu'il faisait. Le gardien constata fortement choqué le cadavre momifié de son ancienne maîtresse. Il en fit informer au plus vite Madame de Pracontal, encore en vie à cette époque, qui se rendit sur le champ à Montségur, afin de pouvoir lui donner une tombe digne de ce nom. La prophétie de la cartomancienne s'était bel et bien réalisée. Ne lui avait-elle pas promis qu'elle reverrait sa fille ?